Cher frère, le Dalai Lama, ne parlons pas Dieu, mais parlons du sourire intérieur. Pour cette troisième table ronde avec Tanya Singha et Mathieu Ricard, nous allons parler de deux concepts très importants, l'empathie et la compassion. Tanya Singha est directrice du département des neurosciences sociales au Max Planck Institute pour les sciences cognitives. Et après avoir reçu son diplôme à Berlin, elle a travaillé au sein de la même institution pour le service des neurosciences et ensuite pour l'Institut des sciences cognitives à Londres. Et en 2006, elle s'est rendue à l'Université de Zurich comme professeure et a pris la chaire de neurosciences et de neuroéconomique. Elle a également dirigé le laboratoire pour la recherche des systèmes neuronaux. Tout cela est fort impressionnant. Mathieu Ricard est très bien connu en France et dans le cadre d'une interview pour Arte, la télévision française, vous avez dit, Mathieu, que vous êtes l'homme le plus heureux au monde. Non, ensuite j'ai contredit cela. Bon, je dirais que nous sommes deux au moins ici présents. Votre destinée est étroitement liée à celle du Dalai Lama, au travail du Dalai Lama, mais vous êtes présent parce que vous êtes également le grand traducteur du Dalai Lama, mais également parce que vous êtes scientifique, vous avez un doctorat en biologie et en génétique et par conséquent, cet échange, cette conversation se tiendra entre trois grands scientifiques. Je vais peut-être tout d'abord permettre à Tanya de démarrer. Votre sainteté, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver ici quelques jours après Bruxelles. Je souhaiterais parler de l'empathie et de la compassion. Mais je vous montrerai la même étude longitudinale et dans le cadre de cette étude, vous montrer comment nous conceptualisons différentes formes d'empathie, de compassion et comment nous parvenons à entraîner le cerveau, l'esprit et le corps. J'ai pour objectif, parce que vous le savez maintenant sans doute, mais je souhaite présenter la conception de cette étude, ce qui est à l'origine de cette étude qui a duré 1 an et qui s'est penchée sur l'entraînement mental. Mais ce qui m'intéresse le plus et d'échanger avec vous des opinions pour voir si, s'agissant de tous ces concepts, nous parlons de concepts bouddhiques et si ces concepts ressemblent à des pratiques que vous appliquez dans le bouddhisme. Et ce que nous nous sommes efforcés de faire dans ce projet ressources et aller au-delà de constats tels que la méditation fait ceci ou cela, la compassion fait ceci ou cela, mais essayez de voir quelle partie du cerveau, de l'esprit ou du cœur effectue telle ou telle action. Et quelles sont les signatures particulières? Quels sont les facteurs qui produisent des résultats? Ce sont donc les étapes que nous devons suivre. Et ensuite, si j'ai assez de temps,
Je vous expliquerai comment ces pratiques ont un impact non seulement sur le cerveau, mais sur le comportement social et également les hormones. Voici donc à quoi ressemble cette étude. Voici une image que nous avons prise de 80 participants qui ont suivi ce stage d'entraînement d'1 an, tous les jours. Voici donc la structure de l'étude. Et comme je vous l'ai déjà expliqué à Bruxelles, le concept est un petit peu compliqué, mais pour la science, pour des recherches scientifiques, nous avons besoin d'une structure aussi complexe. Donc les participants suivent 3 modules de pratiques d'entraînement mental distinctes. D'abord, comme nous l'avons entendu ce matin, l'interprétation du concept la pleine conscience est très différente selon votre interprétation ou l'interprétation d'autres personnes. Et quand je parle de pratique, d'attention, etc., je parle de la concentration, l'attention qui est portée sur la respiration, la vision, les sons des objets, etc. Ce que vous avez qualifié de shamatha, c'est-à-dire l'attention sur le moment présent. Vous stabilisez l'esprit. Donc, les groupes réalisent ou effectuent ces pratiques qui ciblent l'attention. Et ensuite, les groupes mettent l'accent sur les pratiques du cœur, la compassion, l'amour, la gratitude. En d'autres termes, cela consiste à ouvrir le cœur en effectuant des pratiques aimantes, bienveillantes, etc. Ensuite, le 3e module ressemble ce que vous qualifiez de approche analytique. C'est une façon cognitive d'acquérir une certaine perception du cerveau, du contenu du cerveau, des pensées, tout en s'analysant, s'auto-analysant et en analysant autrui. Et cela est donc mis en exergue en vert. Le 2e groupe suit le même programme, mais dans le sens inverse. Il commence donc après le premier module, mettre l'accent sur l'attention et ensuite l'affect. Et cette approche nous permet de comprendre et de comparer la spécificité des pratiques. Ce qui nous intéressait, nous pouvons voir quelle pratique va renforcer tel ou tel geste. Vous voyez donc les participants. Chaque participant a un téléphone mobile et peut enregistrer les pratiques. Et nous pouvons enregistrer les résultats. Donc, au quotidien, les participants doivent effectuer 2 exercices pendant 30 minutes. 2 exercices fondamentaux. D'abord, des exercices de respiration, de méditation, en se focalisant sur son corps. Dans le 2e module, vous placez l'accent sur la bienveillance, la compassion et la gratitude. Et dans le 3e module, vous apprenez à prendre conscience de vos pensées, mais certains aspects de soi et de l'autre. Pourquoi faut-il opérer cette distinction? Pourquoi un module qui est fondé sur la compassion et un module qui est fondé sur les aspects cognitifs? C'est parce que dans le domaine des neurosciences, de la psychologie,
Nous connaissons deux voies, d'abord au sein du cerveau, mais en termes psychologiques. D'abord, la première qui concerne les sentiments, les émotions, les motivations, l'empathie, par exemple, la compassion, et une voie qui est d'ordre plus intellectuel et analytique et concerne une métaperspective, une perspective cognitive du cerveau. Donc nous avons ces deux voies, l'une en rouge, l'autre en vert. Et à Bruxelles, souvenez-vous, on avait parlé d'un système dont disposent même les animaux. Ce sont des systèmes de bienveillance en quelque sorte. Cela implique des hormones qui permettent aux mères de s'occuper de leurs bébés. D'ailleurs, ce ne sont pas que les femmes qui sont dotées de ces facultés, mais les hommes également, les femelles chez les animaux. Très souvent, en effet, en Occident, on a l'impression que la compassion est l'apanage des femmes et ne concerne pas, par exemple, le monde extérieur, l'économie, etc. Mais tout cela, en fait, repose sur un système qui permet ces affiliations, ces sentiments de bienveillance. Alors, l'autre piste, l'autre voie, l'autre système fondé sur l'approche cognitive est très importante pour le dialogue interreligieux entre les cultures parce que vous devez comprendre que vos croyances ne sont pas forcément les mêmes que celles des autres et que des actions sont apparentées à différents systèmes de conviction et vous devez sortir de votre perspective pour pénétrer la perspective, l'approche de l'autre. Je vais ensuite vous expliquer à quoi cela ressemble au sein du cerveau, mais avant, parce que c'est le sujet de notre séance, permettez-moi de vous expliquer la différence que nous distinguons entre l'empathie et la compassion en neurosciences. Au départ, au début de mes travaux de recherche, je pensais que c'était la même chose, c'est-à-dire une réaction émotionnelle quand vous êtes confronté notamment à la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais en travaillant avec Mathieu Ricard et avec d'autres personnes, nous avons compris, et c'est Olga qui a effectué ce travail de recherche dans le cadre de son doctorat, nous avons pris conscience du fait que l'empathie correspond à une résonance affective. Si vous souffrez, je souffre. Si vous êtes heureux, je suis heureuse. Si vous êtes dégoûté, je ressens la même chose. Il y a cette correspondance. Vous partagez les sentiments de l'autre. En revanche, la compassion, vous ressentez quelque chose pour l'autre, ce qui relève davantage du système de compassion, de bienveillance, de préoccupation. Et la bonne chose avec l'empathie, c'est que si vous prenez l'infirmière et un patient qui souffre, lorsque l'infirmière voit le patient qui souffre, elle aura cette première réaction basée sur l'empathie. Elle va se dire, je vois cet enfant qui souffre, je partage cette souffrance. En revanche, si cela se transforme en détresse empathique, cela se transforme en quelque chose de négatif parce que vous souffrez tellement avec l'autre que vous avez un sentiment d'impuissance, de douleur, des sentiments négatifs, un découragement et vous vous retirez. Et si vous êtes exposé à cette détresse empathique trop longtemps, vous allez finir par vous décourager. Dans de nombreuses professions, il y a cette fatigue et certaines personnes doivent se retirer de leur profession, par exemple certaines infirmières. Il est donc important de développer une réaction empathique fondée sur la compassion parce que vous ne pouvez pas en fait cesser de faire preuve de compassion. C'est un sentiment d'altruisme. Vous êtes réellement préoccupé de l'autre. C'est une véritable motivation de force. Nous avons donc effectué des travaux de recherche où nous avons entraîné des jeunes étudiants à Zurich et nous avons scanné leur cerveau et à la fin d'une semaine d'entraînement fondé sur l'empathie et ensuite au bout d'une semaine de travaux fondés sur la compassion et nous comparons cela avec l'entraînement cognitif.
Nous constatons qu'au terme d'une semaine d'entraînement à l'empathie, on voit plus d'activation dans le réseau bleu, qui correspond à un réseau qui est activé lorsque vous sentez des sentiments de souffrance, des sentiments négatifs. Et de la même manière, une semaine plus tard, quand les personnes auront appris comment faire preuve de compassion et de bienveillance, lorsque celles-ci sont exposées aux vidéos de souffrance montrant l'autre, ils vont activer l'autre réseau dans le cerveau, celui qui est lié avec les sentiments positifs, l'affect, les émotions positives. C'est une autre façon d'aborder la souffrance et de percevoir la souffrance. Ainsi, ce que nous avons pu apprendre, c'est ce qu'il faut si nous devons enseigner les autres au moyen de la méditation, comment analyser la souffrance et comment transformer cela en termes de compassion et de bienveillance. Nous l'avons fait donc dans le cadre du projet Ressources et vous pouvez voir sur les visages des participants lorsqu'ils ressentent de l'empathie, elles pleurent, elles ressentent beaucoup de souffrance. Et ensuite, quand il s'agit de compassion, leur attitude corporelle, leur visage se transforme et devient beaucoup plus belle, beaucoup plus résiliente. Voici donc la différence entre l'empathie et la compassion. Et je serais très intéressée d'entendre un petit peu plus tard si dans le contexte du bouddhisme, vous opérez également cette distinction. Est-ce que vous travaillez avec cette distinction? Nous avons constaté que souvent les gens ne comprennent pas cette distinction et lorsqu'elles prennent conscience de cette distinction, notamment les infirmières, elles sont très reconnaissantes. Je vous ai montré ceci déjà à Bruxelles. Ici, vous voyez la différence entre la voie cognitive intellectuelle en vert et ensuite la voie émotionnelle fondée sur l'empathie et la compassion dans le cerveau. Et à la fin de l'entraînement, lorsqu'on étudie le cerveau, la matière grise, on constate qu'au terme d'un entraînement fondé sur la compassion de 3 mois, on voit donc une augmentation dans le réseau rouge, c'est-à-dire que votre cerveau s'épaissit en quelque sorte. Et au terme de 3 mois de pratique sur la perspective cognitive, vous avez d'autres résultats. Il y a des pratiques dans le bouddhisme où vous devez faire des échanges entre soi et l'autre. Vous devez vous mettre à la place de l'autre. Et si vous le faites au bout de 3 mois, vous voyez que le réseau vert dans le cerveau s'épaissit, se développe. Et cela va de pair avec des augmentations dans l'intelligence, c'est-à-dire au bout de l'entraînement sur la perspective, mais la compassion, quant à elle, en fait, augmente seulement après une méditation qui est fondée sur la compassion. Et c'était intéressant. Apprendre à prendre du recul ou une autre perspective ne va pas forcément renforcer vos qualités de compassion, ces sentiments de bienveillance. Mais au bout de 3 mois de méditation de pleine ressource, on n'a pas modifié ses capacités. C'était bon pour l'attention, mais cela n'a rien produit pour les autres qualités. Vous devez donc vous livrer à certaines pratiques pour activer ces qualités, telles que la possibilité d'adopter de la perspective et de la compassion. Et ce n'est pas la pleine conscience qui a obtenu ce résultat. Donc, en résumé, ce que j'ai cherché à démontrer, c'est que nous pouvons en fait faire des distinctions entre les effets d'entraînement de pratiques distinctes et démontrer comment l'empathie, le fait de faire preuve de plus d'empathie, va déclencher d'autres réseaux par rapport à la compassion
et les deux sont différentes par rapport à l'approche plus intellectuelle, la prise de perspective, etc., et sont également associées à des effets distincts. Donc l'entraînement à la compassion va avoir plus d'impact sur l'altruisme, le comportement social, va activer, déclencher des sentiments d'altruisme pur et net, tandis que la perspective est positive pour renforcer l'intelligence sociale. Vous allez mieux comprendre les esprits, les cerveaux d'autres personnes. Je prends la dernière diapositive. Ce ne sont pas les données exactes, mais ici, nous avons mesuré le stress, le taux de stress. Et nous avons constaté avec étonnement que lorsque vous effectuez des pratiques comme dans le module de stabilisation, donc shamatha, vous n'allez pas obtenir une réduction du stress au niveau hormonocorticoïde. Ce n'est que lorsque vous faites preuve de compassion ou lorsque vous prenez de la perspective, c'est-à-dire vous vous placez à la place de l'autre. Ce n'est pas que moi qui reçois le karma, mais je me mets donc dans une situation où je pense à l'autre. Cela permet à réduire ce stress social. Voilà donc quelques remarques que je voulais formuler pour expliquer certains aspects liés à la compassion et également pour rappeler que toutes ces données mettent en exergue la puissance des changements intérieurs et ces personnes avaient entre 20 et 55 ans, donc âge moyen de 44 ans. En règle générale, on pense qu'à l'âge de 40 ans, son cerveau a tendance à se réduire. En tout cas, il ne se développe pas. Donc, j'espère que ces messages sont positifs. L'autre conclusion consiste à dire que ce que vous pratiquez au quotidien compte. Et ce qui compte également, c'est la séquence de vos pratiques. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et je serai très désireuse de savoir quelles sont vos réactions par rapport à ces concepts. Merci. Premièrement, quelle est la signification de l'empathie ou de la compassion? Je ne le sais pas véritablement. Vous n'avez peut-être jamais fait l'expérience de la détresse empathique. Je crois qu'il faut également parler du bien-être. D'abord, le bien-être comme un facteur quasiment biologique. Votre ami est très bienveillant à votre égard. Pour survivre, un enfant a besoin de sa mère. C'est donc un lien biologique. La mère s'occupe de son enfant. Et ce type de compassion est fortement lié au phénomène d'attachement.
Nous considérons l'attachement comme parfois destructeur, parce que qui dit attachement dit parfois également haine. Attachement signifie également amour, relation sexuelle, et au bout de quelques années, cet amour peut se transformer en haine. Donc cela constitue un facteur biologique, ça n'est pas un phénomène d'entraînement. Mais comme je l'indiquais, ceci est lié à l'attachement. La véritable compassion, quelle que soit l'attitude d'autrui à votre égard, par exemple, vous vous aimez vous-même, ça n'est pas une forme de bienveillance à mon égard. Je veux simplement une bonne vie. À partir de là, vous développez cette conscience de vous-même, cette compassion à votre égard. Et tout un chacun souhaite une vie heureuse, sans souffrance. Quelle que soit l'attitude des uns et des autres à votre rencontre, c'est de cette forme de compassion dont nous parlons. La première, la compassion biologique, est un phénomène spontané. La deuxième s'acquiert par l'entraînement. Cela est le propre de l'être humain. Les animaux ne peuvent se livrer à cet exercice. Il faut donc recourir à son intelligence, soulever les pour et les contre. Ce type d'attitude basée sur la compassion vous apporte également des bienfaits. Un corps sain, un esprit sain, en paix. Et cela engendre également davantage de sourire. Et le sourire vous apporte plus d'amis. Non pas des amis qui recherchent le pouvoir, l'argent ou la connaissance. Certains professeurs ont peut-être plus d'amis que d'autres. Et pour cette raison, l'on imagine que ce sont de bons professeurs. Ainsi, ce type de compassion ne dépend pas des attitudes. Et votre ennemi mérite également votre compassion. Votre ennemi souhaite également le bonheur, une vie heureuse. Vous pourriez nourrir des intentions différentes. Il faut davantage comprendre les aspects négatifs de la haine, de la colère, de la suspicion. Il faut simplement lâcher prise. Ce type de compassion ne découle pas d'un facteur biologique, mais d'un entraînement, d'une utilisation de votre intelligence. Il s'agit de méditation analytique. Il faut penser, il faut réfléchir. Cela entraîne des bénéfices immenses. Une attitude centrée sur soi-même, c'est un facteur clé qui pousse au développement de la crainte, de la peur, de la haine, de toutes ces émotions négatives. Tout cela est fortement axé sur le soi. Il faut en conséquence analyser ce qui est bon, ce qui est mauvais ou préjudiciable, et par ce biais se rapprocher encore et toujours de ces émotions positives.
Sagesse et connaissances viennent de l'apprentissage, de l'écoute. Ensuite, il y a la réflexion approfondie. Enfin, l'intégration de la pratique méditative dans son esprit. Donc, un premier niveau, la connaissance. Avec peut-être des changements, des points de vue différents. Quelqu'un vous dit autre chose et vous vous apercevez que c'est peut-être également intéressant ou vrai. Deuxième niveau, vous procédez à une analyse approfondie de ces points. Vous forgez votre propre conviction. Quelqu'un vous dit ensuite, eh bien, c'est faux. Vous y répondez ou non. Dans votre esprit, vous vous dites peut-être, il ou elle a tort. J'ai procédé à ma propre analyse. A, B, C, D, voilà les points qui forgent ma conviction. Troisième niveau de conscience ou de connaissance, se familiariser avec certains sentiments, et ce sont là des sentiments authentiques. Voilà pourquoi la méditation analytique est essentielle. Premier niveau de compassion, marqué par certains préjugés. Deuxième niveau, pas de préjugés. Cela correspond à notre modèle en vert et en rouge. Si vous n'apprenez pas à analyser, à tenir compte de la perspective d'autrui, vous ne pourrez pas développer de compassion totale parce que vous aurez des préjugés à l'égard de votre groupe, de votre famille, de vos amis. Peut-être vous faut-il également cette qualité qu'est la motivation dans votre cœur pour vous pousser à être altruiste dans votre comportement. Nous pensons que la motivation découle de cette pratique basée sur le cœur, mais que la compréhension découle de l'approche analytique. La compassion globale, totale, comment la percevez-vous? Faut-il réunir ces deux tendances? Oui. Encore une question. Lorsqu'on compare l'empathie à la compassion, alors je crois également qu'il y a une différence. Compassion authentique, eh bien celle-ci est liée à la sagesse, à la conscience, au discernement. En matière de compassion, il y a un aspect de la compassion. Lorsque vous voyez quelqu'un qui souffre, vous êtes désolé pour cette personne. Mais lorsque vous voyez un individu souffrir, vous voyez également le fait qu'il y a moyen de surmonter cette souffrance. Mais en essayant de surmonter ce phénomène, la personne continue à souffrir. Et vous analysez donc le fait que cette douleur, cette souffrance émane de certaines causes et vous avez envie d'aider cette personne à se défaire de cette souffrance. Nous voulons tous éviter la souffrance. Ce sont des vœux pieux, mais vous voyez également qu'il y a moyen de surmonter la cause de la souffrance.
Et c'est là que vous développez donc ce sens aigu de la préoccupation à l'égard de cette souffrance. Préoccupation qui peut être la vôtre. Vous connaissez parfois la cause d'une maladie physique. Vous avez là une réelle possibilité d'éliminer cette cause. Il faut prendre des médicaments, faire plus d'exercice. La maladie ne peut se guérir toute seule. Vous pouvez parfois souhaiter guérir rapidement. Je dirais donc que tous ces aspects-là sont extrêmement importants. En ce qui concerne le bouddhisme, nous mettons davantage l'accent sur la sagesse, l'intelligence, la sagesse intellectuelle. Ce sont là toutes les branches de notre enseignement qui nous a été donné par le Bouddha pour développer cette sagesse. Merci. Merci infiniment, Mathieu Ricard, à présent. Nous savons que vous aurez des illustrations à nous présenter. Mathieu est également un brillant photographe. Il est artiste. C'est un grand homme sur le plan spirituel. Il va nous parler de cette même thématique, empathie et compassion. Mathieu, votre sainteté, la distinction entre la compassion et l'empathie, présentée fort bien en termes scientifiques par Tanya. Pour revenir sur ce que sa sainteté énonce généralement, c'est que qui dit empathie dit courage. L'empathie, c'est généralement l'effet du sentiment d'autrui sur vous-même. S'il s'agit de la joie, vous vous sentez plus joyeux. Mais vous pouvez également vous faire l'écho de la souffrance d'autrui. Et de nombreuses personnes sont à même de souffrir. Il s'agit d'un phénomène orienté vers soi-même, sur soi-même. Cela se transforme donc en compassion et votre courage diminue, disparaît. Il s'agit donc d'épuisement, de détresse empathique, de burn-out. Voilà certains des phénomènes qui peuvent vous toucher. 60% de toutes les infirmières et des médecins aux États-Unis souffriront un jour de burn-out. Cela pose donc véritablement problème. Pourquoi un courage basé sur la compassion? Compassion, c'est de l'amour, de la bienveillance. On se tourne vers autrui. Plus autrui souffre, plus votre courage et votre détermination pour agir augmentent. Cela ne vous pèse pas. Sur le champ de bataille, le médecin ne va pas pleurer lorsqu'il sera confronté à un blessé. Donc, plus il y aura de souffrance, plus il y aura également de courage. C'est là la grande différence entre ces deux termes. Et les travaux de Tanya ont montré que c'est différent dans le cerveau. À moins de l'entraîner à la compassion spécifiquement, une infirmière n'aura jamais cette force d'esprit pour gérer encore et encore cette souffrance. Voilà pourquoi c'est particulièrement important. Une étude a également montré qu'en pratiquant la bienveillance, l'amour, la compassion, les comportements prosociaux s'en trouvent améliorés et augmentés. La qualité des relations humaines se base sur cela. Les échanges mutuels se pratiquent entre êtres humains, mais également entre animaux qui ont la même idée. Parfois, les animaux s'y prennent mieux que les humains.
ils traitent leurs petits mieux que les humains, à quelques exceptions près. Mais les êtres humains aiment également coopérer. Il y a une grande joie dans la coopération avec autrui et les animaux se livrent également à cet exercice. Ça n'est donc pas nouveau en termes d'évolution, mais bien sûr d'une ampleur bien différente chez les humains. On parle toujours de concurrence. Eh bien, ici, il y a concurrence, compétition, et c'est l'oiseau qui l'emporte. Les dernières études sur l'évolution ont montré que la coopération a permis de créer bien plus de liens en matière de coopération. Et de par leur nature, les êtres humains coopèrent. Il faut donc une coopération constante. Et puis, il y a les actes héroïques. C'est de l'altruisme. Cet individu ne fait pas se demander pendant 1 heure s'il doit tendre la main. Les animaux opèrent également de la même manière. Il n'est pas facile de tendre la main à ses amis et je ne sais pas ce qui se passe au bout de la chaîne, mais cet élément-là est présent à différents niveaux dans nos gènes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez là un couple de pasteurs en France qui ont sauvé des milliers de Juifs en les amenant en Suisse au péril de leur vie, en prenant d'énormes risques. Et vous l'avez dit, à Bruxelles également, il y a cette prédisposition qui est la nôtre. Nous préférons les gens qui sont altruistes. Nous sommes prédisposés à aimer. Bien sûr, l'être humain est capable de choses terribles, de haine, mais comme vous le disiez à Bruxelles, même les jeunes enfants ont naturellement cette tendance à préférer les personnes qui se comportent bien. Paul Bloom de Yale a fait des travaux de recherche. Un chien blanc essaie d'ouvrir une boîte emplie de jouets. Ethan, 6 mois, est captivé. Petit nounours blanc qui tente d'ouvrir cette boîte. Apporte son aide, c'est le bon garçon. En revanche, le chien jaune ne se comporte pas très bien. Now comes the bad guy. No, you can't open the box. After that, you show both the nice Une puppet étudiante du laboratoire, qui ne sait pas lequel des unkind deux puppet chiens c'est bien ou to mal the baby. comporté, demande à Ethan de faire un choix. Which one do you like? 95% of babies 95% des bébés se tournent vers le nounours, le bon nounours. 95%. Il y a donc une certaine forme de prédisposition pour apprécier les comportements bienveillants, non pas seulement à votre égard, mais à l'égard d'autrui également. Et dans le monde médical, nous avons également besoin de cela pour surmonter la souffrance. Les infirmiers, les infirmières, les travailleurs sociaux, les travailleurs humanitaires sont encore et toujours confrontés à cette souffrance. Si leur réponse à cette souffrance est uniquement l'empathie, il y aura burn-out. Voilà ce qu'il advient aux infirmières dans ces situations. Il faut donc cet entraînement à la compassion par le biais de méta-analyse. Il faut tenir compte des deux perspectives, la sagesse et la compassion. Dans nos vies, nous sommes confrontés à un grand nombre de défis. Voici mon maître, mon meilleur ami. Notre esprit peut être notre meilleur ami, mais c'est également notre pire ennemi. Beaucoup de personnes souffrent de dépression et il y a les problèmes sociaux, la pauvreté, même dans les pays riches. Nous nous intéressons également à d'autres espèces. Nous pensons qu'elles n'existent que pour satisfaire nos besoins. Les corridas, par exemple. Pourquoi l'altruisme et la compassion sont-elles si importantes pour la société ? Il y a moyen de les développer par le biais de différentes méthodes. Tania et Antoine l'ont montré, c'est une situation gagnant-gagnant. L'altruisme, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Au final,
c'est ce qui vous apporte le plus de satisfaction. Sinon, vous êtes triste, vous rendez tous ceux qui vous entourent tristes. C'est une situation perdant-perdant. Il s'agit là de s'inspirer de la réalité. Si l'on pense être seul au monde, que les autres sont capables de faire tout ce qu'ils souhaitent et que cela n'a aucune incidence sur votre bonheur, eh bien cela ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas une petite entité autonome. Il manque donc ce phénomène de sagesse. Mais pour que ce phénomène soit satisfaisant, il faut également comprendre que tous ces éléments sont dépendants les uns des autres. Alors, à court terme, cela entraînera une économie bienveillante, une justice sociale à moyen terme, ainsi que plus de bonheur, et à long terme, des soins pour les générations futures, ainsi qu'une bienveillance à l'égard de 8 millions d'autres espèces et à l'égard de l'environnement. Francisco avait, quant à lui, également travaillé sur ces sujets. Nous allons participer à un symposium après votre départ. Il a essayé d'étudier l'effet sur le cerveau de cet entraînement. Certains se sont rendus dans le laboratoire. Certains maîtres, Mingyur Rinpoche également, ont participé, et moi-même je l'ai fait comme un cobaye, mais pour aider les scientifiques à mieux comprendre et interpréter les résultats de leurs constats. Richard Davidson, votre ami, a également travaillé avec des jeunes enfants de 4 ou 5 ans. Il s'est aperçu qu'au bout de 10 semaines, le comportement prosocial avait considérablement évolué, augmenté. L'envie de coopérer, la gratitude, la bienveillance. Les enfants ont apprécié cette approche. C'est un autre facteur qui permettra de réduire la violence. Beaucoup de journalistes nous disent toujours qu'il y a de plus en plus de violence de par le monde. Que faire? Respecter autrui, respecter les droits de l'homme. Et contrairement à ce que nous voyons tous les jours dans les médias, la violence, ces 500-700 années, a considérablement diminué. Ces actes ont diminué de 100 000 fois dans certains pays. Les mauvais traitements également à l'égard des enfants ont considérablement diminué. Donc, globalement, la tendance, c'est que nous nous orientons vers un siècle de la paix, du dialogue. Le nombre de décès par guerre ou conflit est également passé de 60 000 en 1950 à 1000. Évidemment, il y a des événements terribles au Soudan, en Syrie et ailleurs, mais il y a tout de même une forte diminution de ces actes de par le monde. Voilà un livre scientifique sur le déclin de la violence. Il faut donc renforcer la coopération dans les écoles, moins de compétition, de concurrence. Beaucoup de jeunes se suicident parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'y parviendront pas. Il faut donc renforcer la coopération. Il faut également s'intéresser à l'environnement, s'intéresser à l'économie bienveillante pour le bien-être des êtres humains. Il faut un engagement local, une responsabilité universelle que défend toujours sa sainteté. Et il faut également faire preuve d'altruisme à l'égard de 8 millions d'autres individus et espèces. Enfin, il faut du courage basé sur la compassion. L'altruisme n'est pas simplement une idée utopique, bien agréable, c'est la manière la plus pragmatique de régler les problèmes du monde moderne. Comme le disait Martin Luther King, chaque homme, chaque femme doit décider s'il avancera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans l'obscurité de l'égoïsme destructeur. Voilà quelques ouvrages. Si le sujet vous intéresse,
Thupten Jinpa, votre traducteur, a écrit l'un de ses ouvrages. Merci infiniment, Votre Sainteté, pour votre attention. Thank you. Thank you. Wonderful. Merci, merci, c'est formidable. Bien sûr, madame. Bien sûr. Est-ce que vous souhaitez répondre à Mathieu? Je suis d'accord à 100%. Bien. Est-ce que l'altruisme ne pourrait pas être utilisé comme arme pour conquérir le grand public, les électeurs? Je suis altruiste, donc je suis quelqu'un de bon. Il peut y avoir une conception égocentrique de l'altruisme. Je veux être quelqu'un de bon et je vais vous montrer que je suis bon. Oui, oui, mais regardez la définition de l'altruisme. C'est pas simplement ce que vous faites. Vous pouvez faire quelque chose de très bien, mais parce que vous avez une idée derrière la tête. Vous aidez une personne, par exemple, âgée, parce que vous espérez obtenir son héritage. Vous voyez, ce qui est important, c'est que dans l'altruisme, vous ayez pour objectif le bonheur de l'autre. Il faut réduire la souffrance. C'est très important ce sujet, parce que cette définition de l'altruisme, c'est très bien en psychologie, mais par exemple, quand on prend l'évolution biologique, là, c'est défini par le comportement. Lorsque quelqu'un vous aide, aussi sur le plan économique, alors pour toutes sortes de raisons. Ça, il peut y avoir des motivations stratégiques ou parfois ça peut être de l'altruisme pur. Oui, et c'est la raison pour laquelle il faut faire une différence entre l'altruisme véritable et quelque chose qui peut être bon pour le moment, mais qui a une motivation qui ne l'est pas. Donc, si, bien sûr, vous pouvez agir, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est l'intention qui se cache derrière, la motivation. Ce n'est pas juste l'acte, bien sûr. Et on peut peut-être maintenant faire des croisements. On a fait ça dans notre projet de recherche et on fait une différence entre un comportement aidant, c'est-à-dire aider, donner par exemple de l'argent à d'autres, mais ça permet justement ces croisements de vérifier s'il y a des motivations stratégiques, simplement parce que vous voulez être perçu comme étant bon ou parce que vous espérez avoir un retour plus tard. Et donc, ça, c'est de l'aide stratégique, égoïste, en fait. Et il y a d'autres expériences, d'autres paradigmes où l'on peut mesurer si la personne est authentiquement altruiste, c'est-à-dire la motivation, c'est véritablement de vous aider, même si je ne vous verrai plus jamais et qu'il n'y a rien à attendre en retour. Et la formation à la compassion, justement, renforce cet altruisme authentique et ça fait baisser l'altruisme stratégique. Donc, il y a une baisse de cet altruisme à motivation égoïste et une montée de l'altruisme réel, authentique. Hier, cher frère, le Dalai Lama, vous m'avez impressionné parce que j'ai eu à commenter votre présence auprès des étudiants au Palais des Congrès. Et vous avez utilisé le terme, l'adjectif inclusif, l'altruisme inclusif. En d'autres termes, dans mon horizon, dans ma vision du monde, j'intègre l'autre. Et vous avez demandé à ces étudiants, est-ce que vous souhaitez avoir la Russie en Europe? Vous attendiez leur réaction? Et la réaction était mitigée, 50-50. Et j'ai entendu un jeune garçon
qui m'a dit après, j'ai honte. J'ai honte parce que j'avais envie de dire oui, mais c'était pas possible pour moi. Donc, vous voyez, c'est une arme contre l'exclusion, mais c'est très difficile, même pour les jeunes, c'est très difficile d'avoir cette approche inclusive. Mais je crois que nos pensées, notre perception change au cours du XXe siècle et même du XXIe siècle. Après plusieurs guerres mondiales qui a tué des millions de personnes, je dis souvent, je crois que vous connaissez Monsieur Wenziger, un scientifique allemand. C'est un physicien, en fait. J'ai eu plusieurs... il a fait plusieurs interventions sur la physique. Monsieur Seininger. Ah, von Weizsäcker, Monsieur von Weizsäcker. Bien. Et il y avait aussi David Bohm. Ces deux personnes, ces deux scientifiques qui sont pour moi en quelque sorte des icônes. Bon. Là, c'était dans les années 90, et d'ailleurs il a aussi 90 ans entre-temps. Il m'a dit que lorsqu'il était jeune, en tant que jeune Allemand, et les Français, c'était l'ennemi. Et ensuite, dans les années 90, il se dit maintenant, c'est quelque chose qui est complètement parti, qui a complètement disparu. Alors qu'à l'époque de la guerre, c'était des ennemis jurés. Et donc, vous voyez, suite à une guerre, après une guerre, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution spirituelle. Alors, c'est une question de temps aussi. Il faut utiliser notre intelligence. Quel est l'avantage d'avoir... quel est l'intérêt d'avoir la Russie comme ennemi? D'ailleurs, de côté russe, ils ont la même attitude. Qu'est-ce que ça leur apporte de nous avoir comme ennemis des sanctions économiques, en plus qui ne sont pas très efficaces? Donc, même si ça ne se fera pas l'année prochaine, bien sûr, mais il faut quand même, à long terme, il faudra y réfléchir. C'est un grand pays. Je crois qu'il vaut mieux penser dans cette direction, dans le sens d'une inclusion. Et je dis la même chose aussi à l'Union des États africains. Une union pour l'Amérique latine, pour l'Asie, par exemple entre la Chine et l'Inde. Ça, je crois que là, dans ce cas-là, on aura une réelle paix avec ces unions. Je crois que c'est mieux d'avoir ce genre de vision, parce que les temps changent. Et ça permettra ainsi de démilitariser le monde. Actuellement, nous, on a l'Europe occidentale, l'Europe orientale, la Russie, encore pire, la Chine. Bon, la Corée, ça c'est encore autre chose, c'est tout à fait indépendant. Alors, c'est dans l'intérêt de personne. Bon, je crois qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens. C'était hier,
J'ai remarqué lorsque... J'aurais demandé ce qu'ils pensaient. De mettre le siège de l'OTAN à Moscou, en Italie, en Pologne, je l'ai dit aussi. Et donc hier, j'ai reposé la même question. Et d'un côté, on m'a dit « Ah non, 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 ça je l'ai entendu, hein, moi-même. » Et après, un peu plus loin, beaucoup de jeunes ont applaudi. Je crois que voilà. Il faut soutenir une personne au moins. Parfois, la vérité s'exprime par le biais d'une seule personne, mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus éclatante. Parce que toutes ces divisions... Ça coûte beaucoup plus d'argent d'avoir toutes ces forces aux Balkans, en Ukraine, tout cela. Non, ça ne sert à rien. C'est un gaspillage d'argent. Utiliser l'arme nucléaire, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des contradictions. J'ai raison? Et vous, en tant qu'Allemande, vous dites quoi? Écoutez, je suis moitié française et moitié allemande. Donc je suis toujours pour tout. Et lui, non, lui, il est aussi moitié-moitié. Oui, mais le père est allemand, non? Bon. Alors, je crois que la solution pour la paix, c'est Erasmus, les enfants d'Erasmus, c'est-à-dire tous ces échanges entre les différents pays. L'humanité est une. On a des pays provenant de différents régimes, différents pays, différentes couleurs, peuvent quand même faire de beaux enfants. N'est-ce pas? On est les mêmes êtres humains. Que cela nous convienne, nous plaise ou pas, il faut qu'on vive ensemble. On est condamnés à vivre ensemble. Donc il faut être réaliste, avoir une vision, être visionnaire. Ah, peut-être que je suis stupide ou irréaliste, je ne sais pas. Ma foi, je me permets de faire valoir ma liberté d'expression. Thank you to Mathieu, to Tania.